Les Sages, c'est avant tout une histoire personnelle. Je m'appelle Nicolas Jeanne et j'entreprends depuis que j'ai 19 ans. Sur ce chemin, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes que j'appelle les Sages. Vous savez, ce sont ceux qui, d'un conseil bienveillant, peuvent changer votre journée, votre projet, votre vie. Souvent des personnes avec qui il y a un avant et un après. À mes yeux, ce sont des leaders authentiques, mais surtout des leaders humanistes. Et ça, c'est important pour moi. Ceux qui vont vous faire grandir sans s'en rendre compte. Plus que n'importe quel livre ou cours, des témoignages qui viennent du cœur et de la réalité. Et surtout du cœur. Aujourd'hui, je vous propose de partir à leur rencontre, dans un format inédit et négocier avec eux. Un format où l'on se dira tout, naturellement, et aucune question ou anecdote sera interdite. Ça, vous avez ma parole. Un format axé sur leur activité, bien sûr, mais qui, évidemment, dérivera vers la vie, la société et les émotions. Mon but, c'est clairement de mettre en valeur l'aspect humain de ces personnalités qui me paraissent exceptionnelles et de casser la carapace. Casser la carapace, vous le sentez, c'est pas un mot par hasard. Pourquoi ? Parce que je pense que ça va vous permettre d'apprendre sur les plus grands leaders et leaders qui ont bâti et bâtissent la société. La France est une terre bourrée de talents et de leaders, et nous allons à leur rencontre. Bon voyage avec les Sages. Frédéric Gesque est une personne que j'estime beaucoup. Il y a à peu près 10 ans, à la sortie de mes études, j'arrive à l'incubateur de l'EDEC. Je monte alors un réseau pour aider les jeunes entrepreneurs. Un jour, j'entends parler qu'à l'étage même se trouve la Fédération Réseau Entreprendre et sa directrice générale, Frédéric Gesque. Je fais le choix alors de monter les escaliers. Et là, en montant les escaliers, je découvre Frédéric. Je fais une rencontre exceptionnelle. J'ai découvert une femme de conviction qui, après Réseau Entreprendre, s'est engagée pour la Ligue contre le cancer et aujourd'hui, elle entreprend à 58 ans. En plus de ça, elle a décidé de rajouter une corde à son arc, avec l'agisme, un combat on ne peut plus moderne que je vais vous laisser découvrir. Allez, on y va avec Frédéric. Bonjour Frédéric et bienvenue dans Les Sages. Comment tu vas ? Bonjour Nicolas, je vais très bien, merci. Et j'espère que toi aussi. Est-ce que pour démarrer, je peux commencer par te poser la question de ton enfance, que tu nous racontes un petit peu ton parcours, ton enfance ? Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que je peux te dire ? Moi, je suis née dans le nord de la France. J'ai eu une enfance classique, en fait, dans une famille plutôt aimante, où j'étais aimée. J'étais une petite fille très timide, très introvertie, plongée dans mes livres. J'ai un peu souffert à l'école. J'ai été harcelée, comme on dit encore aujourd'hui, parce que malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. C'est même peut-être pire avec les réseaux sociaux. En tout cas, pendant plusieurs années, j'ai été vraiment harcelée par des copines d'école, on va dire. Donc, j'ai eu une adolescence un petit peu révoltée, du coup. Donc, j'ai beaucoup fait la fête à l'adolescence. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup de bons souvenirs d'enfance de ma famille et beaucoup de bons souvenirs d'adolescence à faire la fête, en fait, surtout. Et quand tu dis harceler, si tu peux nous en dire un peu plus, et est-ce que finalement c'est quelque chose qui a été un épisode compliqué, mais qui t'a aidé aussi, peut-être ? Alors, compliqué, oui, c'est certain, hein, puisque j'étais petite, c'était en primaire jusqu'au début du collège, on va dire. Hein, quand j'entends aujourd'hui les émissions à la télévision sur le sujet, je me rends compte que les choses n'ont pas beaucoup bougé. C'est exactement la même chose, hein, avec heureusement des parents qui me soutenaient beaucoup. Et les enfants peuvent être durs, peuvent être même presque violents. Donc j'ai un souvenir assez difficile, effectivement, de ça. Ça m'a pas traumatisée pour autant, si ce n'est, je pense que ça a joué justement dans la façon dont je me suis ouverte à l'adolescence et dont, au contraire, j'ai eu besoin un petit peu de sortir de mon environnement protégé familial. Plus je suis restée fille unique pendant 7 ans, donc j'étais très protégée. Donc ça m'a peut-être aussi boostée. En revanche, je pense pas que ça m'ait traumatisée. Et d'ailleurs, si tu veux, j'ai même une anecdote là-dessus. Elles se reconnaîtront peut-être si elles écoutent le podcast. Il y a quelques années, quand je dirigeais Réseau Entreprendre, j'étais montée dans le Nord pour intervenir sur scène et une personne vient me voir et me dit « Frédéric, tu ne te souviens pas de moi ?» et je ne me souvenais pas d'elle. Et en fait, c'était une des femmes qui avait été une des petites filles qui m'avait harcelée. Et elle m'a dit « Écoute, tu sais qu'avec une telle, on parle souvent de toi et on se souvient comme on était horrible avec toi et on avait peur qu'il y ait eu un impact peut-être sur ta vie. Je suis contente de te voir comme ça, bien. » Et en fait, quelque part, je me suis dit que finalement, ça les avait peut-être plus touchées elles que moi. Puisque moi, j'y ai plus du tout pensé après. Et elles en parlaient encore alors qu'elles avaient la cinquantaine. Et donc, après le lycée, Frédéric, tu fais tes études à Lille, c'est ça ? En partie, oui, jusqu'à la maîtrise, en fait. Et je viens à Paris pour faire une maîtrise en sciences politiques et un DESS en communication politique après. Donc, les 2 dernières années d'études, je les ai faites à Paris, dans ma petite chambre de bonne. D'accord. Et qu'est-ce qui t'amène, du coup, à faire ces études-là à Paris ? Mais mon rêve, c'était d'être journaliste.
D'accord. Et d'ailleurs journaliste politique. Et d'ailleurs à l'époque, j'ai fait pas mal de stages dans la presse, à l'Express, France Soir, Antenne 2, ça s'appelait, c'était pas encore France 2. Et je rêvais vraiment de faire du journalisme. Et puis finalement, à la fin du DESS, j'ai été recrutée par le patron du DESS de l'époque, Jean-Marie Cotret, pour son cabinet d'études et de conseils en communication. Et donc j'ai découvert qu'il y avait d'autres métiers dans la communication que le journalisme, et j'ai démarré en agence. Ok. Et pour revenir sur ton rêve justement d'être journaliste, est-ce que tu te souviens justement pourquoi tu voulais devenir journaliste? Est-ce que c'était un rêve d'enfant? Oui, c'était un rêve d'enfant. En fait, petite, c'était je serais journaliste ou avocate. Voilà, défendre et porter la parole, informer, aller voir ce qui se passe dans le monde. Voilà, sauf que j'étais pas vraiment aventurière ni sportive, donc grand reporter, je pense que j'aurais pas pu vraiment faire ça. Mais en tout cas, le rêve d'enfant, c'était ça. C'était d'aller chercher de l'information dans le monde pour changer le monde. Est-ce qu'il n'y a pas une notion de justice derrière? Certainement, oui. Oui, j'ai un sens de la justice un petit peu trop développé, d'ailleurs, certainement. Je sais pas d'où ça vient, hein. D'ailleurs, ma petite sœur est devenue magistrat, hein, donc c'était peut-être de famille quand même. Mais ouais, je sais pas. En tout cas, je voulais porter la parole, écrire aussi beaucoup, hein. J'écrivais beaucoup étant petite et j'ai écrit toute ma vie. Ok. Et donc tu commences dans ta carrière professionnelle dans le privé. Et donc sur différents postes, tu me disais dans la communication. Oui, en fait, j'ai bossé 20 ans. J'ai eu un parcours assez classique pendant une vingtaine d'années, hein, dans des groupes professionnels, des médias professionnels, hein, exactement, édition et presse pro, où j'ai eu un peu tous les métiers, commercial, marketing, communication, éditorial, puis direction commerciale, puis direction de BU. Et mon dernier poste dans le privé, c'était la direction d'une agence de conseil en communication santé dans un groupe de presse professionnel qui est Elsevier Masson, qui est le leader de l'édition et de la presse professionnelle dans le domaine de la santé et des sciences. Donc assez classique jusqu'à 2012, jusqu'à une bascule en fait dans mon parcours. Ok. Et donc juste pour revenir sur ces premières expériences, donc tu fais tes armes, tu me parles de la santé, tu as travaillé dans le domaine de la santé, c'était entre guillemets un hasard ou c'est quelque chose qui est important pour toi, le domaine de la santé? Alors, à l'époque, c'était un hasard, on va être honnête, puisque moi, je venais plutôt de l'édition juridique. J'ai travaillé aux éditions Francis Lefebvre, j'ai travaillé au groupe Moniteur, j'ai travaillé au groupe VK, qui était un groupe d'édition allemand où je m'occupais des publications pour le secteur public. Donc, j'étais vraiment sur de l'édition B2B, professionnelle, de l'information professionnelle. Et donc, je suis arrivée par ce biais-là, en fait, à la santé, hein, chez Masson, aux éditions Masson, puis Elsevier Masson, quand on a été vendu au groupe Ried Elsevier. Mais c'est vrai que la santé, après, m'a toujours un peu suivie tout au long de mon parcours et que j'ai toujours été assez proche des professionnels de santé, des problématiques de santé publique. Et voilà, et on le voit après dans la suite de mon parcours. Effectivement, je suis revenue à la santé plusieurs fois. On en reparlera en effet. Et j'ai une maman infirmière. Hein. Enfin, j'avais une maman qui était infirmière, donc peut-être que ça aussi, ça joue un peu. Ça a joué. Une sensibilité, c'est sûr. Ok, écoute, on va en reparler juste après. Du coup, à travers ton expérience à la Ligue contre le cancer. Et donc, en 2012, tu switches. Tu me dis pourquoi tu switches? Oui, je switch. Je pense que j'avais fait le tour. Déjà, Elsevier Masson avait été racheté par le groupe Ried Elsevier et c'est vrai que ces grands groupes sont extrêmement formateurs. C'est très intéressant. J'ai appris énormément en termes de structuration, etc. Mais c'est aussi un petit peu usant. C'est des rouleaux compresseurs quand même. Hein. Donc, il y a un moment, en fait, j'avais l'impression de ne plus pouvoir faire du business développement, de ne plus pouvoir créer des nouveaux services et de devoir tout le temps monter la rentabilité, réduire les équipes, etc. La pression du chiffre était énorme et je perdais un peu le sens. Je faisais beaucoup de business review, hein, des PowerPoint toute la journée pour le groupe. Et donc, j'avais vraiment envie de retrouver du sens. Et par hasard, par un recruteur qui me connaissait, on échange, il me dit j'ai un poste, mais c'est pas sur Paris, c'est dans le sud, c'est confidentiel, est-ce que vous seriez prête à quitter Paris? Je demande à mon mari, très sympa, qui me dit bah écoute, le soleil, pourquoi pas, va voir. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée à Marseille, à la direction générale du MEDEF, en fait, hein, de l'UPE 13, qui est l'Union pour les entreprises du 13, donc des Bouches-du-Rhône. Donc quelque chose d'assez improbable en réalité. Donc là, tu passes d'une carrière entre guillemets privée à des postes, enfin un premier poste qui est pas dans le public, mais
Si c'est un organisme. C'est associatif en fait, c'est c'est de l'intérêt général. D'accord. C'est un syndicat patronal. Alors l'UPE13 c'était un peu particulier parce que c'était un groupe de structures. Il y avait une quinzaine de structures juridiques. Donc il y avait des structures privées. Il y avait une agence de communication, un organisme de formation. On a monté aussi une plateforme de RRH à temps partagé pour aider les dirigeants de TPE à développer leur entreprise. Et puis en parallèle il y avait les filières professionnelles et le syndicat patronal. Donc c'était plutôt des structures associatives avec des conseils d'administration bénévoles. Et donc ça a été ma première rencontre effectivement avec l'intérêt général. Et puis d'autre part, ma première rencontre aussi avec le milieu entrepreneurial, l'écosystème économique des territoires et les dirigeants d'entreprise. Ok. Et donc là, tu arrives à Marseille, tu déménages avec ta famille? Alors la première année, je descends toute seule. Je vis comme une étudiante. Je me prends un appartement à 50 mètres du bureau et je fais les soirées mondaines de représentation pour l'UPE13 tous les soirs. Et je rentre tous les week-ends à Versailles où mes enfants continuent à vivre leur vie avec leur père et je comprends plus trop ce qui se passe dans la famille. Donc ça a duré 1 an quand même avant que la famille me rejoigne. Ok. Et donc tu fais les soirées mondaines, donc c'est professionnel, je précise quand même. Bien sûr, toujours. Et donc c'est quelque chose que tu n'avais pas forcément l'habitude avant dans ta première partie de ton parcours professionnel. Et tu me racontais justement dans ce podcast que justement c'était quelque chose de nouveau pour toi. Oui. Alors, ce qui était très nouveau pour moi, en fait, c'était surtout la dimension politique et d'image, en fait, de ce type de poste. Et effectivement, je racontais quand je suis arrivée que j'ai commencé à fréquenter ces soirées, ces événements professionnels, en fait, qui étaient importants pour représenter l'organisation dans le territoire. Eh bien, il y avait des gens qui faisaient la queue pour venir me saluer, faire ma connaissance, me serrer la main. Et au début, je comprenais pas trop pourquoi il y avait toujours ces gens, j'avais toujours une foule de gens autour de moi. Et en fait, voilà. Et au bout d'un moment, tu comprends que, oui, c'est pas du tout pareil qu'un poste dans une entreprise classique, que tu as une visibilité, qu'il y a des mandats patronaux aussi qui sont derrière et que, au sein d'un écosystème territorial, l'organisation patronale est importante pour les chefs d'entreprise, pour les entrepreneurs et que donc tu représentes aussi ça. Et ça, c'était assez formidable aussi parce que j'en étais très fière. Mais c'était très nouveau pour moi. Effectivement, moi qui venais de l'entreprise classique, oui, c'était un petit peu différent. Et est-ce que tu penses que ça aurait été pareil si c'était par exemple à Rouen ou à Lille ou à Marseille? Alors ça, oui, ça, je pense que la représentation politique, l'écosystème patronal, je pense qu'il est, enfin, après, je suis pas allée forcément voir ailleurs, mais c'est la même chose partout. Ce qui est un peu différent peut-être à Marseille, c'était surtout que moi j'étais une nordiste, une ch'ti qui n'avait jamais mis les pieds à Marseille, et c'est vrai qu'en termes de choc culturel, c'était pas mal quand même. D'accord. Et donc cette position, tu l'as pendant combien de temps? Alors je suis restée un peu plus de 2 ans seulement. J'avoue que j'ai adoré en fait les services aux entreprises, la rencontre avec les dirigeants, les entrepreneurs du territoire. Je suis pas certaine que la politique, au sens politicien du terme, était faite pour moi. Moi, je disais souvent à l'époque que j'étais une femme de lien et pas une femme de pouvoir. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, le pouvoir, j'avais beaucoup de mal. Taper du poing sur la table, être dans des négociations difficiles, parfois côtoyer quand même de la violence, parce que parfois c'est un peu violent avec les syndicats, etc. Je me sentais pas du tout à l'aise. Et donc, c'était très difficile pour moi de faire le grand écart, en fait, entre les deux. Donc, effectivement, 2 ans après, j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs, puisque j'ai eu une opportunité formidable avec Réseau Entreprendre. Et donc, comme en plus la famille, notamment mes enfants, ne s'étaient pas très bien adaptés à Marseille, ils n'étaient pas très heureux, et ben on a refait les cartons et puis on est reparti. Et pour finir sur cette expérience, avant de parler en effet de ton expérience à Réseau Entreprendre, qui est une super expérience, du coup, t'as fait un peu de la politique. Tu nous as défini ce qu'était un peu le pouvoir pour toi, mais la politique, c'est quoi pour toi? Ah, c'est encore autre chose. Alors, j'ai pas fait de la politique. Moi, je dirais pas que j'ai fait de la politique. Je dirais que j'ai été dans un écosystème où la politique avait de l'importance. Quand on est en syndicat patronal, il y a une dimension politique du métier, notamment par le lobbying, par les plaidoyers qu'on va porter. Et c'est vrai qu'à Marseille, comme le MEDEF territorial est très important, il est très actif, aussi bien
pour le territoire qu'à la dimension nationale. Donc, on portait effectivement des plaidoyers pour défendre les entrepreneurs, pour défendre l'entreprise. Et en 2012, moi, je trouve que ça a d'ailleurs beaucoup changé depuis et c'est génial. En 2012, on n'aimait pas encore beaucoup les chefs d'entreprise et les entrepreneurs en France. Je me souviens qu'on se battait beaucoup pour se faire reconnaître. C'était tout le temps, voilà, on ne voyait que les grands patrons du CAC 40. C'était très difficile de porter des sujets vraiment sur les taxes, etc., qui pouvaient écraser les TPE, PME du territoire. Donc, tu vois, c'était de la politique dans ce sens-là, où on allait défendre. Après, oui, dès qu'il y a des relations où il y a du pouvoir, où il y a de l'argent, où il y a du business, il peut y avoir une dimension politique, voilà, qui, moi, me plaisait moins. Ok. Est-ce que tu as une anecdote marrante à nous raconter sur Marseille? Ah ben non, je peux pas, c'est trop dangereux. On ne sait jamais. Cécile, merci, nous écoute. Non, j'ai gardé plein d'amis à Marseille quand même. Il y a des gens absolument formidables. Des anecdotes, j'en aurais plein, surtout avec les syndicats, parce que très régulièrement, évidemment, c'était normal. On était, les syndicats venaient manifester devant le MEDEF, et donc régulièrement les RG m'appelaient en disant Madame Gesque, fermez tout, ils arrivent. Et donc, on s'enfermait, en fait, et puis alors, les RG, c'est les renseignements généraux de Marseille, en fait. Et donc, effectivement, on voyait arriver les CRS et puis les manifestants, etc. Et donc, il fallait recevoir une délégation. Et c'est vrai que c'était assez amusant parce que il y a toujours un peu de commedia dell'arte dans ces revendications syndicales, et c'est normal. Et donc, ils étaient dehors et ils haranguaient la foule en expliquant qu'ils allaient expliquer à ces vilains patrons, etc. Et puis moi, après, je les recevais et puis je leur offrais un petit café. Parce que, oui, moi, je leur disais, mais oui, je vous comprends. Voilà, on va boire un café ensemble et puis on va discuter. Et puis tout se passait très, très bien, en fait, quand on était entre quatre murs. Donc, c'était assez amusant de voir un petit peu ce théâtre aussi, de la politique, finalement, voilà, que j'avais jamais côtoyé avant. Et donc, Frédéric, c'est ta première expérience d'intérêt général et au contact des entrepreneurs. Et il se trouve du coup qu'en 2014, tu vas rejoindre le réseau Entreprendre en tant que directrice générale de la fédération. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? C'est l'heure de remercier notre partenaire Oslo, sans qui ce podcast ne serait pas possible malheureusement. Oslo, c'est un cabinet d'avocats à taille humaine, dirigé par Edouard Wells et Marion Fabre, que je connais personnellement depuis plus de 10 ans. Il est composé d'une équipe l'idée par Edouard et Marion, qui est issue de cabinets d'affaires de premier plan. Mais surtout, au-delà de la qualité de leurs prestations juridiques, ce que j'aime chez Oslo, c'est leur engagement pour un droit un peu différent. Sur leur description, ils mettent « Nous accordons une importance particulière aux qualités humaines et relationnelles, tout particulièrement au respect, à la simplicité, à l'humilité et à l'élégance. » Ça pourrait paraître bullshit comme ça, mais pour bien les connaître, je peux vous assurer que ça se ressent vraiment. Et pour preuve, ils ont accepté de sponsoriser ce podcast dès sa création. Ils offrent 1 heure de conseils juridiques avec le code LESSAGES, et je mettrai leurs coordonnées dans la description du podcast. Allez, on y retourne. Oui, formidable opportunité. Je suis recrutée par le président de l'époque, David Pouyanné, et plusieurs membres du bureau, dont le futur président, Gérard Leseurre, avec qui j'ai travaillé avec un bonheur immense pendant plusieurs années. Ça a été une rencontre humaine incroyable. Et puis, quand je dis souvent que je crois pas au hasard, en fait, et qu'il y a des synchronicités dans la vie qui font qu'on est au bon endroit au bon moment. Et en fait, quand je les ai rencontrés, je crois qu'ils avaient reçu 800, 900 candidatures. Enfin, encore une fois, improbable, en fait, qu'on puisse me proposer ce poste. Et ça s'est fait, voilà, on s'est vraiment, moi, j'ai été complètement séduite par les valeurs, l'engagement. Il y avait un grand monsieur qui s'appelle Cyril Maury, extraordinaire aussi, enfin vraiment des engagés incroyables. Et en fait, Réseau Entreprendre, pour moi, c'était formidable parce que c'était tout ce que j'avais envie de faire en termes d'engagement, sans la dimension politicienne, parce que c'est pas un syndicat patronal, c'est un réseau associatif de chefs d'entreprise, et on accompagnait les entrepreneurs vers la réussite. Donc pour moi, c'était juste le rêve, puisque voilà, je continuais à m'engager au service et aux côtés des entrepreneurs et des chefs d'entreprise pour le développement économique des territoires, pour le développement de l'emploi, et voilà, et sans avoir cette dimension du pouvoir qui m'avait moins, voilà, qui m'allait moins autant, on va dire, au MEDEF. Et pour revenir sur un point que tu as dit, il y avait à peu près 800 candidatures, ce qui me paraît assez logique pour une. Enfin, je sais plus combien, mais c'était. Je me souviens qu'ils avaient eu beaucoup de candidats. Ouais. Pour une telle institution. Et toi, Frédéric, t'avais postulé ou ils sont venus te chercher? Oui, alors je sais plus. Écoute, alors là, tu vas me poser la colle. Non, je crois que j'avais postulé parce que je connaissais la consultante qui s'occupait du recrutement, et
Et comme à l'UPE 13 quand même, je me disais je pourrais pas tenir pendant 10 ans sur ce type de poste. Les enfants, encore une fois, étaient pas très bien sur Marseille, et donc j'avais dû envoyer un CV comme ça, parce que je venais à Paris régulièrement. Je venais au conseil exécutif du MEDEF, non, à l'assemblée permanente, pardon, du MEDEF régulièrement, et voilà. Mais en fait, je suis allée voir. En fait, on avait monté un partenariat avec Réseau Entreprendre sur Marseille, avec l'association marseillaise. Donc, je connaissais l'association, mais je ne connaissais pas la taille du réseau, en fait. Je l'ai découvert par ce poste. Donc Frédéric, tu arrives en tant que directrice générale de la Fédération Réseau Entreprendre. Tu nous as parlé d'une belle rencontre, mais et aussi de 800 ou beaucoup de candidatures. Pourquoi, à ton avis, t'ont recruté toi plutôt qu'une autre personne? Déjà, il faudrait peut-être leur poser la question à eux, en tout cas à ceux qui m'ont recruté à l'époque. J'en sais rien. J'ai eu beaucoup de chance déjà, parce que j'imagine qu'il y avait énormément de candidats de très belles valeurs et qui auraient fait au moins aussi bien, voire peut-être très certainement mieux que moi. Moi, je dis souvent que dans la vie, il n'y a pas de hasard, il y a des synchronicités, et ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est d'être au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes. Et d'ailleurs, ce qui est vrai à un moment T n'est peut-être plus vrai quelques années après. Ça dépend. Les choses bougent, sont en mouvement. En tout cas, à ce moment-là, clairement, c'était le bon moment. J'étais à ma juste place et avec les bonnes personnes. Ok, c'est super intéressant. Ça veut dire que du coup, des fois, même si on fait de nos meilleurs efforts, parfois ça ne marche pas. Ah oui, ça c'est clair. Et parfois, tout se fait facilement. On se dit c'est dingue, ça a fonctionné. Je pense que c'est parce que ça devait fonctionner comme ça. Ok. Et donc, tu arrives sur ce nouveau poste. C'est quoi ton métier, du coup, concrètement, en tant que directrice générale de la Fédération Réseau Entreprendre? En fait, la Fédération Réseau Entreprendre, c'est un réseau avec plein d'implantations dans les territoires, et le rôle de la Fédération était et est toujours aujourd'hui, avec mon successeur, à plusieurs dimensions. C'est-à-dire que on s'occupait de concevoir les référentiels d'accompagnement, les parcours d'accompagnement. Et là, on a fait avec l'équipe, avec Gérard Le Seurre, le président du conseil d'administration, un travail de fou, puisque à l'époque, on est vraiment passé de l'accompagnement à la création d'entreprises, à l'accompagnement à la croissance des entreprises. On a créé tous les parcours booster, ambition, donc structuration de la croissance des boîtes, du projet stratégique, structuration de la gouvernance, etc. On a créé le programme Women Energy aussi avec l'équipe pour booster l'entrepreneuriat au féminin. Et on a créé, notamment avec une de mes collaboratrices, Noémie, juste avant de quitter Réseau Entreprendre, on l'a lancé en 2018, fin 2018, le programme Impact, le parcours Impact positif, qui aujourd'hui, de ce que je peux en voir de l'extérieur, est un parcours qui est très, très développé dans les associations. Donc ça, c'est une grande fierté. Donc ça, c'était le premier volet d'activité. Le deuxième volet d'activité de la fédération, évidemment, c'est tout ce qui tourne autour du lobbying, du plaidoyer, des grands partenaires nationaux, des relations avec les grandes banques, BPI France, etc. Donc tout ce qui permet, en fait, qui articule la machine Réseau Entreprendre, qui permet à toutes les associations de fonctionner. Et puis un troisième volet, évidemment, d'activité qui est autour de l'animation du réseau. C'est un réseau associatif composé d'associations autonomes. Et donc, toutes ces associations, notre objectif, c'était de leur donner envie de travailler ensemble, de leur apporter des outils, de leur faciliter la tâche au quotidien dans les territoires. Et on a beaucoup porté aussi, et ça, j'en suis assez fière avec Gérard Le Seurre, la dimension internationale du réseau, puisqu'on avait porté la fusion de la Fédération Réseau Entreprendre et de la Fédération internationale, puisque le réseau avait été fait avec deux instances, deux organisations, un réseau français et une déclinaison à l'international. Et on a réuni en une seule fédération internationale les 125 à l'époque implantations du réseau dans 10 pays. Et ça, c'était formidable aussi de pouvoir intégrer vraiment toute la communauté des chefs d'entreprise français et étrangers, se regroupant, se rassemblant autour des valeurs du réseau en une seule fédération. Ok, et pour revenir du coup sur une des parties de ton métier, tu parlais justement que tu avais fait évoluer les programmes chez Réseau Entreprendre avec un focus du coup sur l'entrepreneuriat féminin et aussi l'impact. On était en 2014, c'était déjà assez pris. Alors l'impact, c'était pas en 2014. On a lancé Women Energy en 2016. Il y avait déjà des choses pour les femmes, mais c'était pas très structuré. Et je me souviens qu'on s'était vraiment rendu compte que les projets présentés par les potentiels lauréats du réseau, lauréates du réseau, étaient toujours plus modestes, moins ambitieux, avec moins d'audace que les projets des hommes. Et donc on s'était dit, il faut
quelque part, sans vouloir fermer, parce que moi j'ai horreur des trucs fermés, j'aime bien la mixité, mais c'était comment on peut faire pour quand même revaloriser ces projets de femmes pour qu'on ait davantage de femmes parmi les lauréates du réseau. Et le projet le parcours WOM Énergie était vraiment pour que les associations puissent vraiment faire des focus sur les projets présentés par les femmes pour davantage en fait les sélectionner comme lauréates et qu'on puisse vraiment accompagner les femmes de façon un peu plus spécifique. Et l'impact, c'est arrivé, on a travaillé dessus en 2017-2018, c'était au moment de la préparation de la loi Pacte. Donc ça commençait, on commençait à en parler. Moi, j'ai écrit un guide, mon premier bouquin qui a été publié chez Diathéno à l'époque, s'appelle Le Guide du dirigeant responsable, qui était vraiment sur ce sujet, comment en tant que chef d'entreprise, dirigeant, je vais pouvoir concilier la performance économique et une volonté d'impact positif. Et donc, on avait vraiment lancé ce projet en se disant qu'il fallait que dans tous les dossiers de tous les entrepreneurs qui se présentaient chez Réseau Entreprendre, des indicateurs, des critères d'impact positif soient pris en compte. Pas seulement pour des boîtes de l'ESS, ne pas toujours dire l'impact c'est que pour l'économie sociale et solidaire, mais de dire non, en fait dans toutes les entreprises. Et c'est vrai que la Covid, la loi Pacte, suivi de la pandémie, ont vraiment accéléré ce mouvement. Et aujourd'hui, ça paraît presque naturel, alors qu'en fait, c'était pas il y a si longtemps que ça finalement. Hein. C'était que seulement en 2018, 2019. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne parle que d'impact positif, mais finalement, ça s'est fait très très rapidement. Je comprends complètement ta réflexion parce que en fait, pour moi, aujourd'hui, n'importe quelle entreprise qui se crée, ça doit être dans son ADN d'avoir du sens. Et c'est ce que je racontais à un autre sage, c'est que malheureusement, si les entreprises qui se créent et donc celles potentiellement que Réseau Entreprendre accompagne n'ont pas cet ADN, déjà qu'on a du mal avec des entreprises qui sont plus structurées et c'est logique parce qu'elles ont une ancienneté. Si les nouvelles, elles ont pas cet ADN, entre guillemets, on va pas s'en sortir. C'est certain. Mais c'est pas si simple en réalité, parce que quand on est dans un écosystème, moi je vois aujourd'hui, évidemment, je suis dans l'écosystème, je viens de publier un bouquin qui s'appelle Devenir une entreprise à impact, donc je suis complètement là-dedans, donc j'ai toujours l'impression que en fait tous les dirigeants, toutes les boîtes ont compris, travaillent sur leur performance globale, etc. Et en fait, régulièrement, j'accompagne des dirigeants, des chefs d'entreprise et je me rends compte que en fait, pas du tout. En fait, il y a encore plein de chefs d'entreprise qui comprennent pas l'intérêt du truc, qui me disent attends, c'est encore une contrainte de plus, c'est déjà compliqué d'entreprendre, on doit déjà s'occuper de la trésor, on doit déjà s'occuper du management et tu nous dis qu'en plus, il faut faire de la RSE. Et en fait, malheureusement, il y a encore beaucoup de sensibilisation à porter. C'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à porter parce que les entreprises à impact, aujourd'hui, ce n'est pas la majorité des entreprises. Et même si, oui, il y a un mouvement, c'est sûr que quand on fréquente le CJD, on est toujours avec des gens qui sont très engagés, donc on a l'impression finalement que ça y est, le virage a été pris. En réalité, quand on prend le nombre d'entreprises en France, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de gens à convaincre. Frédéric, je rebondis sur tes propos. Je comprends tout à fait que aujourd'hui c'est hyper important, en effet, que les entreprises aient de l'impact, mais en même temps, je comprends ces entrepreneurs qui disent, surtout dans le contexte dans lequel on est en ce moment, on a déjà beaucoup trop de choses à faire. Et donc, comment on peut les inciter? Il y a évidemment une prise de conscience en amont, mais après, est-ce qu'il y a des outils ou des choses qui font que vraiment, tu as vu que les entrepreneurs ou les entreprises prenaient en compte l'impact? Déjà, ce qui est important, c'est de leur démontrer l'intérêt, les bénéfices qu'ils vont tirer en fait de cette démarche, et qu'ils puissent comprendre aussi qu'en fait, ça ne va pas se faire au détriment de la performance économique de l'entreprise, que au contraire, ça va développer la performance économique et il y a des études qui l'ont démontré. À moyen terme, en fait, on récupère bien sûr de la performance et de la croissance. On sait très bien aussi qu'il y a un sujet autour de la marque employeur, autour de l'attractivité de l'entreprise pour attirer et fidéliser les salariés, les talents dont on a besoin. Il y a des bénéfices aussi du point de vue de l'innovation. En fait, déjà, c'est bien démontré que ce n'est pas une charge en plus, mais que au contraire, ça va être un levier de croissance et un levier de performance globale. Ça, c'est déjà très important. Et ensuite, alors c'est un petit peu, moi, c'était l'idée d'ailleurs de mon livre qui vient de sortir chez Erol, Devenir une entreprise à impact, c'était de donner finalement des conseils très simples pour montrer en fait aux dirigeants et notamment aux chefs d'entreprise de TPE, de PME, que ce n'est pas réservé aux grandes entreprises,
qu'il n'y a pas besoin d'avoir des très gros budgets pour faire des choses, qu'il n'y a pas besoin d'adresser tous les enjeux en même temps, de toute façon, surtout pas d'ailleurs, mais qu'en fait, et qu'en plus, ils en font déjà de la RSE. Et donc, le chemin vers l'impact, en fait, c'est un chemin à prendre. C'est pas une fin en soi. Ça permet d'avoir une culture d'amélioration continue. Ça permet progressivement d'adresser des enjeux qui aussi humainement vont leur parler, qui vont avoir envie d'incarner par rapport au développement dans leur territoire, etc. C'est pas forcément que sur l'environnement. Tout le volet social, on en parlait peu, on commence à en parler, c'est bien. Donc il y a tout ça. Et puis après, j'allais dire, il y a aussi une manière de convaincre qui est beaucoup moins agréable, mais enfin qui peut être aussi intéressante, qui est de sensibiliser au fait qu'il va y avoir de plus en plus de contraintes et que effectivement toute la réglementation européenne, la CSRD, etc., tout ce qui arrive pour les grandes entreprises, on commence à descendre en taille d'entreprise et donc de plus en plus en fait les entreprises vont avoir des obligations réglementaires, légales et même pour les TPE PME, quand on est sous-traitant des grandes entreprises, par exemple, aujourd'hui, répondre à un appel d'offres, ça devient très compliqué si on n'a rien à dire sur le volet de la RSE et de l'impact. Donc, en plus, si on veut continuer à se développer économiquement, en fait, et avec nos clients grandes entreprises, par exemple, on a besoin aussi d'y aller. Ok, donc il y a un levier économique, finalement aussi des contraintes qui vont arriver et qui sont positives pour l'économie. Et tu as parlé aussi de marque employeur, et moi, ça me fait penser, finalement, est-ce que les entreprises ont le choix? Parce que la réalité, c'est que la génération qui arrive, on la voit être très engagée sur les sujets de planète, d'impact, etc. Et c'est les personnes qui vont être clientes demain, et c'est les personnes qui vont travailler dans ces entreprises. Donc, est-ce qu'elles ont vraiment le choix, en fait? Alors, évidemment, moi, j'ai envie de dire qu'elles n'ont pas le choix, puisque je suis, je suis une fervente engagée sur ces sujets-là. En tout cas, je crois que c'est Jean Stone, en préface d'un de mes bouquins, qui avait dit certaines entreprises sont déjà mortes. La seule chose, c'est qu'elles ne le savent pas encore. Donc, effectivement, je pense que même s'il y a de l'inertie, il va y avoir un moment où, à qualité de service, de produit égal, les consommateurs, les clients, les salariés, tout le monde ira plutôt vers l'entreprise qui aura développé en fait, qui aura travaillé sur la réduction de ses externalités négatives et si possible sur la génération d'externalités positives, bien sûr. Donc oui, on peut dire qu'elles n'ont pas le choix. Après, dire que c'est la jeune génération, alors je mets un petit bémol quand même parce que en réalité c'est pas tout à fait vrai. Ça c'est mon combat pour sortir des cases générationnelles. On se rend compte quand même que cette dimension environnementale et sociale du sens de l'engagement est quand même très intergénérationnelle. On le voit, aussi, par exemple chez les seniors, qui se posent beaucoup de questions aussi. Donc c'est pas réservé aux jeunes, c'est sûr. Et puis chez les jeunes, en fait, il y a beaucoup de diversité. Ce qui est ennuyeux pour les entreprises, c'est que les jeunes les plus engagés, ou en tout cas qui sont les plus exigeants aujourd'hui sur ces sujets-là, eh bien, ce sont les jeunes diplômés. Ce sont les 15% de jeunes entre guillemets les plus favorisés qui ont le choix du métier, de l'entreprise, qui sortent des grandes écoles de commerce, des grandes écoles d'ingénieurs, mais qui sont quand même normalement les futurs cadres, les futurs dirigeants de toutes ces entreprises. Et c'est là où ça pose souci. Malheureusement, pour d'autres catégories de jeunes, le sujet est quand même, pour l'instant, d'avoir un CDI et de pouvoir gagner son salaire à la fin du mois. Tous les jeunes ne sont pas orientés sur la sauvegarde de la planète. En revanche, oui, les jeunes diplômés, évidemment, et on l'a vu ces dernières années avec toutes les cérémonies de remise de diplôme des écoles d'ingénieurs et de commerce, où systématiquement, il y en a toujours 3 qui prennent la parole pour expliquer aux entreprises qu'ils n'ont rien compris. Donc oui, mais c'est bien parce que ça pousse aussi notamment la grande entreprise qui a besoin de ses diplômés, qui a l'habitude de recruter des viviers de futurs managers et dirigeants dans les rangs de ces grandes écoles. Ça les pousse quand même à se remettre en question sur un certain nombre de sujets. Ok. Écoute, c'est super intéressant. Merci Frédéric. Tout à l'heure, tu as prononcé un mot de lobbyisme. Donc c'était une partie de ton métier. Souvent, on peut croire que c'est un gros mot. C'est quoi le lobbyisme? Alors moi, je suis pas une experte du lobbying. Il y a d'ailleurs même des pratiques du lobbying parfois qui me heurtent un peu. Je le dois bien l'avouer. Moi, je préfère parler de plaidoyer. Parce que je viens des ONG, je viens de l'intérêt général, donc du bien commun. Et le plaidoyer, c'est comment on va porter auprès des décideurs politiques, ceux qui ont la main sur les décisions, sur le pouvoir, comment on va porter des causes qui nous semblent justes.
Tu vois, je donne un exemple, à la Ligue contre le cancer avec Axel Kahn, on s'est beaucoup levé contre l'utilisation des nitrites dans la charcuterie et dans le jambon. Voilà, ça paraît bête, mais les nitrites sont un facteur de risque de cancer énorme et ça fait des années que tout le monde le sait. Et évidemment, il n'y a pas un charcutier qui voulait faire l'effort d'enlever le nitrite de sa charcuterie. Bon, ça pour moi, tu vois, c'est ça le lobbying, en tout cas tel que moi je le conçois, c'est aller porter des sujets majeurs d'utilité publique, d'intérêt général, au service du bien commun, auprès des décideurs pour qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils puissent soutenir en fait ces sujets-là. Le lobbying, c'est pas toujours ça. Si tu regardes le lobbying de l'industrie du tabac, alors je prends ces sujets-là parce qu'évidemment c'est les sujets que j'ai portés à la Ligue contre le cancer. Mais tu vois, par exemple, le Dry January, on avait dit, Emmanuel Macron, c'était dans ses promesses de campagne de soutenir le Dry January. Et en fait, le lobbying du vin a réussi à bloquer l'intervention de l'État sur ce sujet. Voilà, c'est un exemple. Là, en fait, c'est un lobbying au service d'intérêts privés. Tu vois, c'est un petit peu différent de la manière dont moi j'envisage ce mot. En tout cas, ce type d'action. Mais c'est personnel, évidemment. Ça n'engage que moi. Donc Frédéric, quand t'es à la Fédération Réseau Entreprendre, moi c'est là où je commence à entreprendre. J'ai 19-20 ans. Et je sais pas si tu t'en souviens, et je t'en voudrais pas si tu t'en souviens pas, parce qu'il y a toutes tes expériences et tous les gens que tu as rencontrés. Mais moi, j'étais en bas et toi, t'étais en haut. Oui, je me souviens parce qu'en fait, à l'époque, on avait encore le siège social dans le Nord, sur le campus de l'EDEC, à Roubaix. Et donc, on avait des bureaux qui étaient à l'étage de l'incubateur. Donc, toi, tu étais incubé et moi, j'étais au premier étage. Et effectivement, comme j'avais une partie de l'équipe à Paris, une partie à Roubaix, je venais passer 2 jours par semaine, en fait, sur le campus de l'EDEC avec l'équipe. Je dormais dans le petit hôtel du campus de l'EDEC, là, qui était fait pour les professeurs. Ouais. Il y avait d'ailleurs accès à une piscine et un jacuzzi. Je me souviens, le soir, je croisais les professeurs de l'EDEC au jacuzzi. Et donc, effectivement, on s'était croisés pour la première fois là. Mais moi, je me souviens surtout aussi de tout ce que tu as construit avec le label Jeune Entrepreneur de France, Jeff. Je revois des événements où j'étais intervenue, je me souviens surtout de ça, en fait. Ouais. J'étais beaucoup inspiré du coup par la Fédération Réseau Entreprendre. C'est pour ça que j'avais gravi les escaliers donc pour venir te voir. Et je me souviens aussi, d'ailleurs, c'est le campus où j'ai fait mes études. Et donc, je me souviens de la résidence où tu as dû loger. Par contre, je me souviens pas du jacuzzi. Il était réservé aux résidents professeurs. Sûrement. Frédéric, si tu veux bien, on va passer à ta prochaine expérience. Donc, Réseau Entreprendre de 2014 jusqu'à quelle année 2019. Ok. Donc 5 ans. Et puis après, tu veux changer de poste ou comment ça se passe? Et après, en fait, alors c'était mon 3e président, Olivier, avec qui je m'entendais très très bien. Mais c'est vrai que le temps passe et ma sœur est diagnostiquée d'un sale cancer, au mois de juillet 2019. Et c'était un peu compliqué chez Réseau Entreprendre à ce moment-là, comme on disait tout à l'heure. Parfois, t'es à la bonne place au bon moment avec les bonnes personnes, et puis ça change. Parfois, tu te sens moins peut-être à ta juste place. Et à ce moment-là, Axel Kahn prend la présidence de la Ligue contre le cancer et cherche son DG. Et il me recrute. Et donc, je quitte Réseau Entreprendre pour rejoindre cette grande ONG qui est la Ligue nationale contre le cancer, aux côtés du professeur Axel Kahn, un grand monsieur, pour l'accompagner dans un projet de transformation de l'association. Et est-ce que tu peux nous... On est fin 2019. Est-ce que tu peux nous raconter cette rencontre avec Axel Kahn, j'imagine qu'elle est assez particulière au regard du coup de ton contexte familial? Bah oui, alors en fait, oui, parce que c'était compliqué, parce que il y a toujours une petite partie de nous qui se dit, bah tiens, peut-être si je vais là, je vais sauver ma sœur. Parce que, alors, je savais que non, je savais que ça n'avait rien à voir et que c'est pas parce que j'avais travaillé contre le cancer que tout d'un coup, la maladie de ma sœur allait disparaître ou que j'allais trouver des solutions. Mais il y a quand même un peu de ça inconsciemment, où voilà, on se dit c'est bizarre quand même, juste au moment où il nous arrive ça. J'ai jamais été confrontée à la maladie avant, et au moment où ça arrive, il y a ce poste. Axel Kahn me reçoit parce que je suis sélectionnée. Axel Kahn me reçoit.
Axel Kahn était quelqu'un de très rigoureux, très sérieux. Il faisait lui-même les entretiens, hein. La DRH avait présélectionné des candidatures, etc., des dossiers, mais c'est lui qui faisait les entretiens. Il reçoit 20, 25, 30 personnes et paf, ça fit et il me propose le job. Et c'est une incroyable rencontre humaine. Axel Kahn, je dis toujours, c'était un monsieur extra-ordinaire. C'était quelqu'un d'assez incroyable, une diva, hein, un personnage, une personnalité très forte et en même temps d'une humanité absolument incroyable. Et et on se rencontre en fait et il me dit, bah, Frédéric, si vous venez avec moi, on va transformer, on va faire ça, on va faire ça. Et ça me donne envie, en fait, et je me dis que tout ce que j'ai appris avant, ça peut me servir, en fait, dans ce nouvel environnement que sont les ONG, que je connaissais pas en réalité, parce que Réseau Entreprendre est associatif, mais ça reste comme un réseau de chefs d'entreprise. Là, j'entre vraiment dans l'écosystème des grosses associations, donc c'est encore un petit peu différent. Et donc oui, donc une rencontre, il me propose, voilà, genre je suis en finale, hein, il prend une deuxième candidate, mais enfin son choix était fait parce que c'était quelqu'un qui qui était un vrai décideur. Et donc il m'a présenté au bureau. C'est les membres du bureau évidemment qui ont finalisé l'accord, mais globalement tous les deux, on avait vraiment envie de travailler ensemble. Et vraiment, et d'ailleurs, il a pas du tout prêté attention d'ailleurs, par exemple, à des sujets de fragilité, parce que je me souviens que je m'étais cassé la malléole à l'époque. Je venais de me casser la cheville et je suis quand même allée aux entretiens avec une énorme botte de marche et 2 béquilles. J'étais quand même pas en très bon état. Et alors, ça l'a pas dérangé du tout, hein. C'était vraiment, voilà. Non, c'était vraiment une très, très belle rencontre. Et au-delà de cette histoire personnelle, hein, de ce lien un peu intime avec cette sale maladie, il y a eu vraiment la rencontre humaine. Et moi, j'étais une lectrice aussi d'Axel Kahn, hein. Je lisais ses livres. Hein, c'était un grand marcheur. Il écrivait des livres très beaux sur la France, sur les territoires. Et c'est vrai que la rencontre aussi était une rencontre humaine. Ok. Et donc forcément, de cette rencontre va naître, j'imagine, beaucoup d'énergie pour prendre la direction générale en binôme avec Axel Kahn. Alors, comment ça se passe déjà une direction en binôme? Donc lui, c'est ton président, toi, tu es directeur général. Oui, alors c'est comme Réseau Entreprendre en fait, hein, ou comme au MEDEF, hein, c'est-à-dire que la direction générale pilote la boutique, hein, on est salarié, hein, je suis dirigeante salariée, je suis responsable du management des équipes, je fais tourner la boutique, et le président, eh bien lui, il est président bénévole, il est président du conseil d'administration et il est en charge de porter la vision politique et stratégique de l'association. Et donc le binôme est très très important. D'ailleurs, aujourd'hui, j'accompagne souvent des binômes président-DG de réseaux associatifs parce qu'il y a une alchimie qui doit vraiment être présente. Hein. Si le binôme ne fonctionne pas, l'association peut avoir des grosses difficultés. Et donc, on avait vraiment articulé nos missions chacun et on échangeait beaucoup, évidemment, et on essayait de pas trop empiéter l'un l'autre sur la mission de l'autre, ou en tout cas de le faire en concertation. Et c'était très intéressant. Ok. Sur cette grande boutique qu'est la Ligue nationale contre le cancer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, la Ligue nationale contre le cancer. Alors c'est une très très belle association, hein, puisque c'est à peu près globalement de tête autour de 650-700 salariés, 12 000 bénévoles, un budget d'environ 110 millions d'euros par an. Exclusivement issu de la générosité du public. Moi, ça m'a beaucoup impressionné. Pas de subventions, très très peu de subventions de l'État, hein, une association totalement indépendante, et ça c'est une grande force. C'était une grande force avec un président militant comme Axel Kahn. Et donc l'argent arrivait par les dons du public et par les legs, en fait. Hein. Voilà, et donc une association qui a plusieurs missions sociales, hein, le financement de la recherche, donc c'est le premier financeur de la recherche privée contre le cancer, mais aussi l'accompagnement des personnes malades dans les territoires. Il y a des comités, la Ligue contre le cancer, c'est surtout dans les comités départementaux qu'elle vit, avec des gens hyper engagés qui accompagnent les personnes malades, qui proposent des soins gratuits, etc. Il y avait aussi tout ce qui était sensibilisation aux facteurs de risque dans les écoles, notamment le tabac, l'alcool, la malbouffe, le manque d'activité physique, tout ça, ce sont des facteurs de risque de tabac. On sait que 40% des cancers pourraient être évités
si on éliminait ces facteurs de risque. Donc, on travaillait beaucoup là-dessus. Et puis, il y avait 4e mission, c'était le plaidoyer. C'était vraiment, effectivement, aller porter des sujets auprès des décideurs politiques et auprès du gouvernement pour faire bouger les lignes au bénéfice des patients, au bénéfice des personnes malades du cancer. T'es une personne engagée, Frédéric. On sent que... Alors, j'imagine que déjà, chez Réseau Entreprendre, t'étais hyper engagé. Là, la Ligue nationale contre le cancer, avec l'histoire que tu nous as racontée aussi sur ta famille, j'imagine que c'est un poste encore plus comment, encore plus tu l'as aux tripes. Alors c'est vrai que c'est des c'est vrai que c'est des organisations qui sont pas faciles en fait parce qu'on donne beaucoup de soi. Hein. C'est peut-être un peu plus compliqué qu'en entreprise de ce point de vue-là parce que c'est difficile de pas y mettre de soi à titre personnel en fait dans ce genre de job. Il y a des gens qui arrivent à le faire, hein, qui viennent, ils font leur job de DG ou n'importe quel type de poste d'ailleurs, hein, et puis ils rentrent chez eux, puis c'est fini. Moi, j'ai toujours eu du mal, de toute façon, à faire ça, même quand j'étais en entreprise privée. Donc finalement, oui, l'engagement est fort. C'est plus difficile. Oui, la Ligue contre le cancer, moi, j'ai trouvé ça beaucoup plus difficile, mais pour plein de raisons. D'abord parce que je vivais en même temps le parcours de ma sœur. Et donc c'est vrai que quand on le vit aussi, je peux dire dans ma chair, mais dans la chair de ma sœur, c'est difficile. Parce que on est sur des sujets difficiles tout simplement. Tous les jours on parle de personnes malades, c'est lourd. La charge mentale est quand même lourde. C'est une association qui n'est pas facile non plus parce que ces grandes associations sont très complexes. Les conseils d'administration, la politique, les pressions, le ministère, le machin, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de parties prenantes en fait, et donc c'est assez compliqué aussi. Ouais, ça nécessite certainement de l'engagement, puis il faut y croire. Quand on n'y croit plus, tu peux pas trop y rester. Enfin, pour une raison ou une autre, hein. Si tu y crois plus ou si t'es usé, je pense qu'il faut aussi, c'est des postes où tu peux pas, enfin, j'ai du mal à imaginer, par exemple, j'aurais pas pu rester 25 ans dans ce type de poste. Je pense qu'à titre humain, personnel, c'est quand même un petit peu épuisant. Ouais. Ouais, en termes de charge mentale, de travail, etc. Ouais. Ok. Et donc c'était moins gai quand même que Réseau Entreprendre, hein, parce que Réseau Entreprendre, on faisait soirée des lauréats, je montais sur scène, je disais aux lauréats, vous êtes formidables, vous les entrepreneurs, vous êtes géniaux, continuez comme ça, puis après vous viendrez rendre à Réseau Entreprendre ce qu'on vous a donné. C'était formidable. Quand tu es à la Ligue contre le cancer, tu portes la maladie, tu portes l'espoir, malheureusement encore trop souvent déçu, tu portes des chercheurs qui se battent. Enfin, c'est un combat qui est quand même qui est plus difficile, moins optimiste en fait qu'on peut l'être quand on est avec des entrepreneurs qui croient à leur projet. C'est vraiment différent. Et puis du coup avec le professeur Kahn, donc vous êtes en binôme et à un moment le professeur Kahn tombe malade. Oui. Et oui, c'était la loi des séries. Oui, lui aussi il a été rattrapé par le cancer. Pourtant il était sportif, il mangeait super bien. Là, pour le coup, il n'y avait pas les facteurs de risque. Oui. Alors, là, au début, ça n'a pas été rendu public, tout de suite. Ça s'est très bien passé au début. Il avait un traitement, ça se passait bien. On a cru qu'il aurait plusieurs années de vie devant lui. Enfin, il a cru et moi aussi, du coup. Et donc, on était prêts. Voilà, on continuait. Il a continué à se battre, sauf à un moment, ça a rechuté. Et puis, un matin, il est venu me voir en me disant, je vais faire une IRM, j'ai mal, ça va pas. Et puis, il est revenu en me disant, il me reste 2 mois, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc, effectivement, il y a eu cet accompagnement qui a été difficile parce qu'on était en 2021 et en fait, j'ai eu ma petite sœur qui est partie en février, ma maman 2 mois après et juste à ce moment-là, Axel qui rechutait, qui est resté 2 mois. Donc, le premier semestre 2021, ça a été, je m'en souviendrai longtemps. Ouais. Si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce qui t'a permis de tenir? Parce que comme tu dis, c'est la loi des séries. Alors, il y a des lois des séries heureuses, comme tu disais, et des fois, il y a des lois des séries malheureuses. Voilà, je crois que de toute façon, on est humain, on fait comme on peut. En tout cas, sur ce premier semestre, ce fameux premier semestre un peu noir, parce qu'en plus, j'avais été très épargnée avant, j'avais pas été vraiment confrontée à la mort, etc. Donc, on est confronté aussi à sa propre finitude. Ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Ces phases de vie, ces périodes de vie que certainement beaucoup d'auditeurs ont vécu ou vivent. Malheureusement, ça fait partie de la vie. En fait, je n'avais pas trop le choix à l'époque parce que ça s'enchaînait.
Parce qu'en fait, bon, je veux pas rentrer dans les détails pour ma petite sœur parce que c'est privé, mais ça a été très, très difficile la fin. Et le jour même où elle est partie, le soir, mon papa, à 1000 kilomètres de Paris, qui m'appelle en me disant maman est hospitalisée, etc. Et tac, donc il fallait que je m'occupe de mon papa, de ma maman, et donc il fallait à chaque fois s'occuper de l'autre en fait. Et Axel Kahn en plus a vraiment souhaité médiatiser sa fin de vie. Il avait son blog, il faisait des interventions médiatiques, mais jusqu'à 8-10 jours avant son départ. Et donc, je me souviens que tous les matins, il m'appelait en me disant « Frédéric, comment vous trouvez mon article là sur le blog là, c'est comment Frédéric, ça te va, c'est bien ?» Et il fallait que je lise les articles du blog où il parlait de la mort, alors que moi, j'avais pas du tout digéré la mort de ma mère et de ma sœur. Donc, c'était assez violent. Et en fait, tu me dis oui, comment tu l'as supporté? Je pense que je l'ai pas supporté en fait. Et d'ailleurs, juste après son décès, j'ai fait une capsulite, j'ai eu l'épaule bloquée pendant 6 mois. Ça a été l'enfer. J'ai souffert comme voilà. Donc, je pense que le corps a ressorti un peu tout ça après. Mais bon, voilà, quand on vit ces moments-là, on les vit, puis c'est tout. On n'a pas trop le choix. On essaie de tracer, on fait comme on peut. Ouais. Par contre, ça m'a changé beaucoup ma vision de la vie. Et ça a eu un impact sur la suite de mon parcours professionnel. Ça, par contre, oui. Tu peux nous en dire plus? Bah oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, donc j'ai accompagné le successeur d'Axel Kahn pendant quelques mois. Et en fait, on n'avait pas, et c'est normal, la même façon de voir les choses. Il n'avait pas le même projet, ce qui est normal, mais moi, je portais le projet d'Axel Kahn. Et donc, très rapidement, finalement, je me suis dit que je n'allais pas continuer, en fait, sur ce chemin-là. Et ça, je pense que ma sœur, notamment, me l'a soufflé, Axel Kahn aussi. Donc, il y a eu cette première coupure. Et ensuite, j'ai repris un poste, j'ai retrouvé un poste salarié. Et je me suis sentie à l'étroit dans ce poste salarié pour plein de raisons, même si j'ai été extrêmement bien accueillie dans ce cabinet de conseil et que vraiment c'était une très belle opportunité. Et en fait, quelques mois après, donc en fait à la fin de l'année, j'ai décidé de quitter ce job salarié pour monter ma propre activité. Et ça, je pense que je ne l'aurais jamais fait si j'avais pas vécu, en fait, le départ de ma petite sœur, qui aurait pas dû partir aussitôt, etc. Et si j'avais pas pris conscience aussi de la finitude et du fait que si je voulais faire vraiment ce qui me tenait à cœur complètement, c'était maintenant. Faut que j'arrête d'attendre plus tard. Toi, c'est en ça que ça a joué, ça c'est sûr. Ok, avant de passer du coup sur l'expérience dont tu parles et la création du coup de son entreprise Uscora, juste pour finir sur Axel Kahn. Alors moi, je t'en ai parlé. Ça fait partie des personnalités qui m'inspirent beaucoup. Oui, il a inspiré beaucoup de monde. Tout à fait. Et dans des périodes aussi compliquées. Pour être très franc, moi, c'est quelqu'un qui m'a tenu. Donc évidemment, c'est une personne qui m'intrigue et tu as eu la chance de le côtoyer. Comment ça se passe? Parce que tu racontes que, en effet, toi, c'est un entre guillemets malheureux. Au moment où lui a une période malheureuse, toi aussi t'as une période malheureuse, mais en même temps tu le soutiens. Comment ça se passe? Oui, en fait, moi je pense qu'il y avait un vrai respect mutuel. Moi, j'avais beaucoup de respect pour ce grand homme. On avait une relation qui n'était pas une relation d'amitié, c'était plus une relation un petit peu de respect, je dirais, presque un papa et sa fille plutôt, presque dans la relation, et puis surtout de respect professionnel aussi mutuel. Moi, j'ai beaucoup apprécié sa manière de me faire confiance, de vraiment me confier les clés de la boutique, de me confier aussi des choses personnelles, etc. Et c'était important pour moi. Et donc, c'est vrai que quand il y a eu cette période très difficile, on s'est, j'espère que je lui ai été un petit peu un peu d'aide, un peu aussi d'aide de ma part, mais en tout cas, lui, il m'a beaucoup soutenu aussi. On a beaucoup échangé sur la vie, sur la mort, sur l'euthanasie, sur la fin de vie, sur tous ces sujets que j'avais jamais vraiment regardés en face et que j'étais obligée de regarder en face avec ce qui arrivait dans ma famille. Lui, c'était un scientifique, il était hyper cartésien. Je me suis toujours dit que c'était l'homme le plus spirituel que j'ai rencontré pour un athée.
parce qu'il clamait haut et fort qu'il était athée et en fait il avait une spiritualité énorme et un humanisme absolument incroyable. Et donc finalement on a beaucoup échangé sur ces sujets-là ensemble. Et ça c'est des cadeaux aussi qu'il m'a fait avant de partir et jusqu'au bout. À la fin c'était vraiment il se réveillait quelques heures par jour. Il était en hospitalisation à domicile et puis on s'envoyait des SMS et je lui envoyais des photos de fleurs, de nature parce qu'il aimait la nature et voilà, c'était vraiment essayer de soutenir un petit peu ce chemin de vie ensemble. C'était pas facile de le voir partir parce qu'il avait vraiment tellement de force en lui que c'était tellement étonnant qu'un type comme ça finalement se trouve terrassé par la maladie. C'est vraiment le pied de nez d'ailleurs. Le pied de nez en fait de la vie qui te dit qui te rappelle que t'es pas grand chose en fait que t'es quand même hyper fragile. Et c'est vrai que c'était un type tellement fort intellectuellement, alors brillantissime et puis humainement, et puis le type il marchait des centaines de kilomètres par week-end là, il partait sur les routes de France, il a traversé la France à pied plusieurs fois. Il était t'avais l'impression qu'il était immortel. Non. Non. Bon, merci beaucoup Frédéric pour ce témoignage. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas le professeur Kahn, on mettra évidemment dans la description des vidéos et des références à lui parce que je pense que c'est quelqu'un d'hyper intéressant et que j'aurais aimé interroger. On va essayer de passer. Il t'aurait dit oui avec plaisir d'ailleurs, parce qu'il adorait ça. Il était un peu cabot quand même. Il adorait les médias et il adorait échanger et notamment aussi avec les jeunes. Oui, c'est sûr. Super. Alors, on va essayer de passer sur quelque chose d'un peu plus gai, mais en même temps, c'est le concept de l'interview, de se livrer. Et merci encore pour ça, Frédéric. Donc, après la Ligue contre le cancer, là, tu fais un switch de nouveau et tu nous as raconté, tu as eu une expérience dans un cabinet de conseil, qui était un peu une expérience de transition. Et après, là, tu prends conscience, par ton expérience à la Ligue contre le cancer, tu nous racontes que tu prends conscience que finalement, la vie, chaque jour passe. Et là, tu vas créer ta boîte, du coup. Oui. Et tu crées Uscora. Mais oui. Mieux vaut tard que jamais. Et donc, effectivement. 57 balais. Alors, à 57 ans, je lâche 2 CDI en 1 an, finalement. Et tout le monde me dit, t'es complètement folle, ma fille. Quel courage, à ton âge. Donc, effectivement, peut-être un petit peu d'inconscience. Certainement beaucoup, d'ailleurs. Et donc, à 57 ans, tu quittes le salariat, Frédéric. Pourquoi c'est compliqué à cet âge-là de quitter un CDI? Ah, alors connais-tu le concept de l'agisme, Nicolas? Je ne le connaissais pas avant, pour être très honnête, avant de préparer cette interview. Et pourtant, apparemment, je suis aussi concerné. En fait, effectivement, c'est très simple. Quand je me suis dit que j'allais quitter à un moment la Ligue contre le cancer, j'ai fait comme tout le monde. J'ai refait mon CV. Et puis j'ai regardé ce qu'il y avait comme poste. Et donc j'étais sur un poste qui me plaisait beaucoup, pour lequel je cochais toutes les cases. Et le cabinet en recrutement, alors ils étaient emballés, etc. Et l'employeur ne veut pas me recevoir parce que je suis trop vieille. Alors effectivement, j'étais pas un perdreau de l'année là, comme on dit. J'étais pas toute jeune, mais quand même. Mais c'est le seul argument qui te met en avant. En fait, les consultants du cabinet ont du mal à me le dire parce que c'est quand même une discrimination, c'est illégal. Donc c'est difficile, mais en fait, à force de leur demander ce qui s'était passé et pourquoi tout d'un coup leur grand enthousiasme se transformait en pas d'entretien, ils ont fini par me dire en fait ils préfèrent un quarantenaire, etc. Et donc alors là, je suis tombée de l'armoire parce que c'est vrai qu'en plus dans le secteur des ONG, des réseaux associatifs, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de défauts, mais il y a pas trop celui-là parce que on a l'habitude de travailler en intergénérationnel. Moi, j'avais par exemple la Ligue contre le cancer, on avait des très jeunes dans les services com, digital, etc. Et puis on avait des bénévoles qui avaient 85 ans. Donc en fait, tout ce petit monde finalement interagit ensemble. Et donc quand j'ai commencé à dire mais c'est quoi ce truc, en fait dans mon réseau mes amis m'ont dit mais tu vis sur quelle planète Frédéric? En fait en France à partir de 45, 50 ans, alors encore plus 55 et plus, t'es fichu. Tu trouveras plus de boulot. Et c'est vrai que je m'étais même pas posé la question parce que moi j'avais la Ligue contre le cancer, j'avais quand même 55 ans, 54 ans, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, comme j'aime bien comprendre, j'ai cherché. Et donc, je suis allée voir à la PEC, j'ai fait des ateliers seniors, j'ai fait une enquête, j'ai envoyé un Google Form sur LinkedIn, j'ai reçu presque 700 retours, 700 témoignages édifiants.
Et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, on avait un énorme problème en France, dans nos entreprises, dans nos organisations. On voulait plus des vieux. Quand je dis des vieux, à partir de 45 ans, hein, donc on est très très vite vieux. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai créé l'association Senior for Good. Parce que j'ai trouvé ça tellement dégueulasse. En plus, il y a la réforme des retraites qui arrivait. Je me suis dit, mais alors ça va être encore pire. En fait, ils vont décaler les retraites, etc. Et on va faire quoi si on doit encore travailler 15 ans ou 20 ans, mais qu'à 45 ans, on est fini, on fait comment? Et donc, avec un ami, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On est des citoyens, on est des cadres, on va faire une association citoyenne. Et donc, on a créé Senior for Good en 2022. Voilà. Et puis en parallèle, j'ai quand même retrouvé un autre poste salarié, ce qui m'avait quand même un peu rassurée. Mais bon, il y avait tellement de gens en difficulté qu'on a lancé cet asso dont l'objet est vraiment de lutter contre l'agisme, contre la discrimination par l'âge dans les entreprises et notamment du côté sur le volet senior. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Senior for Good, parce que oui, on peut être senior et vouloir continuer à avoir un impact positif sur la société. Oui, on peut être senior, on peut avoir 45, 50, 55, 60 ans et avoir des projets professionnels qui soient salariés, qui soient entrepreneuriaux, et on avait envie de porter du positif en fait. L'idée c'était pas de pleurer sur notre sort, mais c'était en fait de porter une image positive, de montrer des rôles modèles, comme on le fait par exemple pour les femmes entrepreneurs, où depuis quelques années on essaye de valoriser des rôles modèles. En fait, je me suis dit il faut qu'on montre des rôles modèles de personnes de plus de 50 ans, parce que c'est quand même plutôt autour de 50 ans que ça commence vraiment à se gâter, qui ont des projets, etc., pour que dans les entreprises, ils puissent changer de regard. Parce qu'on a un vrai sujet sociétal, culturel là-dessus. Et pourquoi, alors, l'agisme, donc je me suis intéressé un petit peu avant ce podcast, mais moi, si tu veux, j'avais une réflexion assez basique, de dire de toute façon, on est tous différents, on a des expériences différentes, etc. Et aussi, quand j'étais encore chef d'entreprise, une boîte de plusieurs dizaines de salariés il y a quelques mois, moi, je recrutais des seniors aussi. Alors, pas que mais parce qu'ils avaient des soft skills qui étaient parfois plus développés que les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail. On leur a appris des choses. Et je me disais, si j'engage des personnes avec une expérience, ça va faire un bel équilibre avec des personnes qui sont plus jeunes, etc. Et pourquoi alors finalement, alors peut-être que je suis naïf, mais pourquoi il y a de l'agisme? Pourquoi les personnes, il y a des gens qui pensent qu'à partir de 40, 50 ans, entre guillemets, on est cramé. C'est fou, hein? Déjà, tu as tout compris, bravo, parce que tu fais partie des chefs d'entreprise, on va dire, que j'appelle éclairés, qui ont compris en fait que la richesse, c'était la diversité, c'était la singularité de chacun au service du collectif, au service de tous. Malheureusement, effectivement, c'est pas le cas dans toutes les entreprises, loin de là. Tous les chiffres le montrent. Il y a des tonnes d'enquêtes qui ont été faites, surtout depuis la dernière réforme des retraites. Là, c'est en 2023, il y a eu plein d'enquêtes et globalement, énormément de dirigeants, de DRH confirment écarter les candidatures des plus de 45, 50 ans, etc. Alors pourquoi? C'est compliqué de répondre à ça parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment rationnel, qu'il y a vraiment un sujet de stéréotype. Donc en fait, on a des biais cognitifs. Notre cerveau aime bien simplifier, aime bien catégoriser, mettre les gens dans les cases. Ça, c'est rassurant. Et à partir de ces biais, tu peux avoir des stéréotypes positifs ou négatifs qui sont très négatifs pour les seniors et donc des préjugés. Et effectivement, il y a toute une série de préjugés envers les personnes de plus de 50 ans qui sont déconnectées, fatiguées, plus engagées, difficiles à manager, trop chères, etc. Qu'on peut démonter, je pourrais te les démonter un par un sans aucun problème, mais en fait, les gens y croient et ça devient quelque chose d'inconscient qui est ancré en fait et dont on ne parle même plus. Et l'agisme est quand même la première discrimination dans le monde du travail, globalement, avant le sexisme, etc., avant le racisme, c'est un truc de fou, personne n'en parle. Enfin, maintenant on en parle, mais personne n'en parlait. C'était silencieux et accepté. Tu regardes tout, même dans l'entreprise, pour les salariés dans l'entreprise, par exemple, plus tu augmentes en âge, moins tu as accès à la formation. Moins tu as d'augmentation, moins tu as accès à des promotions ou à de la mobilité interne. C'est hallucinant. Comme si, en fait, à partir de 45, 50 ans, c'était fini. T'étais au rebut. Et quand tu vois la rapidité à laquelle les compétences, en fait, deviennent obsolètes aujourd'hui, si tu ne formes pas les gens, forcément, après, tu vas dire ils sont has-been, ça c'est clair. Et toi, donc, il y a une espèce comme ça de culture. On a quand même une culture quand même du jeunisme en France. Tu regardes, ça sort même du monde de l'entreprise. Moi, je le dis à chaque fois, tu regardes la télévision, le cinéma, les films, etc., les publicités. On a quand même un vrai sujet, en fait, avec les
personnes de plus de 50 ans, une espèce d'invisibilisation. Alors les femmes, double peine, hein, c'est encore pire pour les femmes. Hein. Encore les hommes plus de 50 ans, ils sont sexy, ils ont des tempes un peu grisonnantes, ça va. Mais les femmes, on les montre plus. Et en fait, tout ça, si tu veux, ça fait que dans les entreprises, finalement, ça fonctionnait comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, il faut que ça change, parce que déjà, on décale l'âge de la retraite, on demande aux gens de travailler plus longtemps. Donc, tu peux pas demander aux gens de travailler plus longtemps si, en fait, les entreprises ne veulent plus d'eux. Ça va juste pour pousser à davantage de précarité. 2, l'évolution démographique fait que bientôt, il y aura plus que des vieux dans les boîtes. Donc, il y aura, dans quelques années, les plus de 45 ans seront majoritaires dans les entreprises. Donc, il serait temps que les entreprises aussi, se mettent en conscience de ça et agissent. Et puis 3, vu les enjeux sociaux, environnementaux qu'on a à adresser, les enjeux de transformation des organisations qu'on a devant nous, mais pétard, utilisons les forces vives toutes les forces vives de l'entreprise pour y aller, quoi. Pourquoi on se prive de la richesse, tu vois, d'une partie. Et quand même, il faut quand même noter que l'agisme, c'est aussi envers les plus jeunes. Hein, c'est un des paradoxes d'ailleurs. On va en parler. Voilà, les très jeunes aussi, en fait, subissent ça. Alors, avant de parler de l'agisme envers les jeunes, quand j'ai préparé cette interview, j'ai vu que l'agisme aussi, malheureusement en France, on était en haut du podium. Ah oui, on est les pires d'Europe. on a le taux d'emploi des plus de 50 ans et 55 ans le plus faible d'Europe, en fait. En quelques mots, si tu peux nous expliquer pourquoi. C'est un fait. Le pourquoi, c'est exactement ce que je viens d'expliquer. En fait, c'est vraiment culturel. On voit bien, en fait, en fonction de la culture des pays, que c'est plus ou moins marqué. Alors, on n'est pas les seuls. Il y a d'autres pays en Europe où on n'est quand même pas très bon. Mais quand tu regardes des pays comme certains pays du Nord de l'Europe, les pays scandinaves, le Canada, certains pays anglo-saxons où vraiment on voit que la seniorité est restée vraiment une richesse. En France, on a vraiment eu cette espèce de dérive où finalement être senior, en plus c'est hyper positif être senior, ça veut dire être expérimenté. Bien sûr, regarde, le mot senior. Quand t'es jeune, tu deviens chef de produit senior, t'es content, tu vois. Ça y est, je suis chef de produit senior. Sauf que en fait, non. En fait, il y a un moment, du jour au lendemain, tu deviens obsolète, quoi. Ton expérience n'a plus de valeur. Je sais pas comment t'expliquer ça. Ce que je peux dire, c'est qu'il est temps que ça change. C'est ça surtout. On est tout à fait d'accord. Et donc, l'agisme aussi auprès des jeunes. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est que ce que tu disais, c'est qu'on met en avant beaucoup les jeunes. Entre guillemets, c'est plutôt cool. C'est plus cool d'être jeune que d'être senior. Et pour autant... Oui, alors ça, c'est aussi un peu les paradoxes. C'est que oui, complètement. On a cette tendance quand même au jeunisme, où voilà. Alors il faut savoir aussi que les politiques publiques de l'emploi, elles ont quand même beaucoup poussé ça, parce que depuis les années 80, notamment pour les grandes entreprises, on a poussé les grandes entreprises à faire sortir les plus vieux pour faire entrer les jeunes. Et donc on opposait un peu les générations. Et ça a ancré aussi un peu des croyances et des biais aussi dans certaines entreprises. Mais c'est vrai que on voit bien que les plus jeunes, ceux qui démarrent, ont beaucoup de mal à trouver un premier poste parce que on veut des jeunes créatifs et dynamiques, mais qui ont quand même déjà de l'expérience. Et on se rend compte qu'en fait, l'agisme touche les deux côtés du curseur, finalement, les plus jeunes et les moins jeunes. Et des deux côtés, c'est tout aussi ridicule. Mais c'est quoi l'âge parfait? Alors moi je dis par exemple pour les femmes, j'ai une équation mais qui fait pas rêver. Tu vois, pour les femmes, jusqu'à 25 ans t'es trop jeune, de 25 à 35, 40 tu fais des enfants, donc c'est pas top non plus. Puis à partir de 45 ans la ménopause arrive. Donc ta carrière entre 40 et 45 c'est pas mal. Donc mesdames, dépêchez-vous. Non, je caricature mais à peine. Ok, écoute, merci beaucoup pour toutes ces informations sur l'agisme, Frédéric. Et si on peut parler un petit peu, donc tu as créé une entreprise qui s'appelle Uskoa. En quelques mots, c'est quoi l'objectif d'Uskoa? Alors Uskoa, déjà, ça veut dire croire en finnois. Ça vient de Finlande. C'est un petit clin d'œil parce que la Finlande est assez avant-gardiste sur un certain nombre de sujets qui me tiennent à cœur, comme la RSE, comme les gouvernances participatives, comme l'égalité homme-femme, comme l'emploi des seniors, par exemple, où ils ont des taux qui sont bien plus élevés que nous. Et croire en quoi, évidemment, tu peux peut-être même l'imaginer vu mon parcours, mais c'était croire en une entreprise, en un monde du travail durable, humain, responsable. Et donc l'idée du SCOA, c'est vraiment d'accompagner les organisations dans une transformation durable. Et donc c'est assez large puisqu'en fait moi j'accompagne aujourd'hui des dirigeants, des organisations, des entreprises à la fois sur des sujets de transformation culturelle.
tu vois, de vision, de raison d'être, etc. Des transformations managériales. Comment faire réévoluer aussi les modes de management. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des sujets comme la subsidiarité, notamment, qui est très intéressant pour les entreprises aujourd'hui. Donc, comment on va effectivement mettre en action, en mouvement l'intelligence collective, et puis aussi de la transformation, on va dire, sociale autour de la RSE, donc sur le S de la RSE, où je travaille sur des enjeux d'inclusion. Hommes, femmes, oui, bien sûr, et aussi et surtout les seniors et l'intergénérationnel. Moi, je crois profondément dans la richesse et la force, la puissance de l'intergénérationnel. Et ça, finalement, les entreprises ne le prennent pas toujours en compte. Aujourd'hui, on a 4 générations qui se côtoient dans l'entreprise. Parfois, elles se côtoient, mais elles travaillent pas forcément, en tout cas de façon optimisée ensemble. Et donc, une des missions du SCOA aussi, c'est d'accompagner les entreprises de la sensibilisation à la mise en action. Donc, le SCOA est à la fois, tu vois, un cabinet de conseil, de formation, puisqu'on est certifié Calliope, d'accompagnement, de coaching, puisque je suis aussi coach certifié. J'accompagne aussi beaucoup de gouvernance, donc des conseils d'administration, pour optimiser leur fonctionnement, les sensibiliser aussi aux enjeux RSE, ESG. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Voilà. Et puis, moi, à titre personnel, ce qui me porte le plus aujourd'hui, et ce que vraiment j'ai beaucoup développé l'année dernière et que j'espère vraiment pouvoir continuer à déployer, ce sont des conférences. Voilà, j'ai 33 ans d'expérience, de parcours, des réussites, des échecs, j'ai vécu plein de trucs. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager, j'ai envie de transmettre, j'ai envie, si j'y arrive, d'inspirer. Et en fait, j'ai monté voilà des conférences que je donne aujourd'hui devant des équipes, dans les entreprises, en petit comité devant des COMEX ou en très grand comité pour des gros événements, sur ces sujets qui me tiennent à cœur, le leadership pour tous, le leadership inclusif, l'intergénérationnel, le chemin vers l'impact, etc. Je souris parce que je me dis, avec tout ce que tu fais, Frédéric, l'agisme n'a aucun sens. Mais j'espère bien montrer que, justement, pouvoir peut-être à mon petit niveau modeste, montrer qu'effectivement, c'est pas l'âge. Je veux dire, franchement, il y a des jeunes de 20 ans parfois qui sont vieux, et il y a des vieux de 80 ans, 90 ans qui sont hyper jeunes. Donc oui, il faut arrêter de regarder les années, il faut regarder l'envie, l'énergie, l'expérience, la compétence. On a des jeunes qui sont absolument formidables et talentueux. Enfin, c'est tellement ridicule. Je trouve ça incroyable qu'aujourd'hui on recrute pas uniquement sur la compétence, en fait. Qu'on regarde, ne serait-ce que de toi, que ce soit un sujet de regarder l'âge quand on recrute quelqu'un. C'est juste incroyable. Tu as un besoin, tu mets des compétences en face et des soft skills. Que vient faire l'âge là-dedans? Est-ce que tu penses que de la même manière qu'à un moment, alors je sais plus si c'est légal maintenant ou pas, mais on a fortement incité à enlever les photos sur les CV pour éviter des discriminations, on devrait aussi enlever l'âge? Alors c'est un grand débat. Moi, souvent, quand j'interviens, des seniors qui cherchent un emploi et sont désespérés me disent est-ce que je dois dégrader mon CV? Est-ce que j'enlève des diplômes? Il y en a qui le font, c'est horrible, c'est triste quand même, qui enlèvent des diplômes, qui enlèvent. Bon, alors moi, je suis pas très favorable parce que je me dis déjà, de toute façon, quand tu te retrouves en entretien devant la personne, on voit bien quel âge tu as. Il y a un moment, tu veux pas non plus, voilà. Mais en même temps, ça permet de passer la première étape. Ouais. Alors c'est ça. Est-ce que ça permet c'est dramatique, s'il faut ça pour arriver à l'entretien. Mais bon, voilà. Moi, je pense quand même qu'il va falloir mettre quelques contraintes aux entreprises. Je suis pas du tout pro quota, etc. Mais il faut bien avouer que pour les femmes, ça a fonctionné. Ça fait avancer. Aujourd'hui, on est exemplaire dans les conseils d'administration en France par rapport aux autres pays d'Europe. Voilà, on a obligé. Donc, et je pense que pour les seniors, il va falloir aussi qu'il y ait des obligations. Moi, j'ai entendu des DRH de grandes entreprises dire, de toute façon, on attend de voir. On attend de voir si on va être obligé à quelque chose, quoi. C'est marrant parce que il y a quand même des boîtes où il va falloir les faire bouger comme ça. Dans l'échange qu'on avait avec Angélique Gérard, qui est aussi une sage qui est passée dans le podcast, elle se bat pour l'entrepreneuriat féminin et au début elle était contre les quotas aussi. Et en fait elle s'est rendue compte que malheureusement à un moment peut-être il faut passer par du législatif. C'est ça. En fait, qui peut être pour un quota? Qui a envie d'être choisi pour entrer dans un quota? Personne. Enfin, personne n'a envie. Tu vois, ça peut être soit des quotas pour les femmes, pour les vieux, pour les jeunes, pour n'importe qui, les handicapés, tout ce qu'on veut. Personne n'a envie d'être un quota ou de pas être recruté pour ses compétences et son expérience, mais d'être recruté parce qu'il faut cocher la case qu'on a recruté le vieux ou la vieille ou bien le jeune. Tu vois, personne n'a envie de ça. Mais malheureusement,
Alors, je mets attention, parce qu'on fait beaucoup de généralités finalement dans notre échange, mais il y a aussi plein d'entreprises absolument incroyables et formidables qui sont engagées sur ces sujets, qui ne travaillent pas du tout comme ça. Et je pense notamment à notre tissu de TPE, PME, qui est quand même l'essentiel des entreprises en France, qui sont bien souvent beaucoup plus dans l'humain, avec des chefs d'entreprise souvent patrimoniaux, qui vont vraiment aller recruter des personnes sur leurs compétences, etc. Malheureusement, ces sujets touchent quand même plutôt les grandes entreprises, parce que plus l'entreprise est grande, plus on travaille avec des process, plus on cadre, plus on ferme. Et c'est là que je me dis, du coup, peut-être que la contrainte peut faire bouger les choses. Je comprends. En effet, si on faut passer par là, le but c'est d'avancer. Ok, merci Frédéric. Si ça te va pour finir cette interview, je voudrais passer sur des questions un peu plus personnelles, si tu m'y autorises. Alors, moi, ce qui m'intéresse, t'as le droit de dire Joker. D'accord. On va voir. Et ça sera pas coupé au montage. Alors, t'es passée de salariée à entrepreneuse en 2023. Ouais, il y a un peu plus d'1 an. Je suis une jeune entrepreneur. Ouais, voilà. C'est super. C'est quoi en quelques mots les grandes différences que tu as vécues? Tout est différent en fait, c'est un autre monde. Alors encore, moi ça fait quand même des années que j'accompagne des entrepreneurs, que je coach des entrepreneurs. J'ai animé un réseau d'entrepreneurs, donc c'est pas non plus comme si je connaissais pas du tout, mais c'est pas du tout pareil quand tu le vis, évidemment, ça a rien à voir. C'est facile d'expliquer aux autres ce qu'ils doivent faire, le faire pour soi, c'est complètement différent. Non mais tout est différent. Moi, je passais d'une organisation, tu manages des dizaines, voire des centaines de personnes, et tout d'un coup, tu es toute seule dans ton bureau. Je veux dire, aujourd'hui, on est 2, on est 2 chez Esquire, coucou Laura. Et heureusement que Laura m'aide. Mais voilà, on est 2, alors que donc plus de management. Moi, ça m'a beaucoup manqué. J'ai mis longtemps, et d'ailleurs, je me rassurais en me disant, peut-être demain, je reprendrai un poste. En fait, d'ailleurs, je me dis toujours finalement, le statut. Tant que tu fais des choses qui te plaisent, qui te donnent envie, qui te font t'engager, je veux dire, après, ils voudront certainement plus de moi vu mon âge, mais moi, on me proposerait un super job avec du management, j'y retournerai en courant aussi, parce que j'aurais envie aussi de manager. Donc, le management m'a beaucoup manqué. Ça a été vraiment le gros sujet, le gros point les 6 premiers mois. Parce que alors j'ai rattrapé parce que je conçois, j'anime des séminaires, je fais des conférences, donc je suis face aux gens, avec les gens, je fais beaucoup d'ateliers en fait dans les entreprises, donc ça me permet un petit peu de garder ce lien humain dont j'ai vraiment besoin, parce que c'est ce qui m'a porté pendant 30 ans de management. Mais ça m'a manqué. Et puis ce qui change, c'est que t'es responsable seul en fait. Alors après quand t'es DG d'une organisation, t'es un peu seul quand même. T'as beau avoir un conseil d'administration, tout ça. Il y a quand même des fois, tu peux pas discuter, tu peux pas raconter à tes collègues du comité de direction tous tes problèmes. Il y a beaucoup de choses que tu dois cacher. Donc, tu as déjà un peu l'habitude de cette solitude. Mais c'est quand même pas pareil de te retrouver seul à devoir tout faire. Tout produire, parce que quand tu démarres, t'es seule, parce que j'ai un job d'indépendante. Quand on dit j'ai monté Usquois, aujourd'hui c'est vrai que je travaille avec une communauté d'experts en fonction des missions, etc. Ça me permet effectivement de gérer davantage de missions et de développer la boîte. Mais quand j'ai démarré en janvier 2023, tu vois, j'étais seule. J'avais des premiers clients, il fallait que je produise les contenus, les offres, les services, que je fasse mon site web, que je fasse ma certification Calliope, parce que je voulais que des clients associatifs puissent éventuellement faire financer leur formation s'ils n'avaient pas les budgets. Il fallait que je produise les contenus des séminaires qu'on m'avait demandé d'organiser, que je commence à travailler sur les premières conférences, que je monte les programmes de formation. Donc, il fallait tout faire en même temps, et j'étais seule. Alors en fait, à la fois c'est absolument incroyable, c'est tout d'un coup une liberté géniale, et en même temps c'est complètement différent. C'est-à-dire que à la fois t'as plus la charge, la responsabilité des personnes. Moi, quand j'étais en direction générale, pour moi, c'était très important d'avoir la responsabilité des gens qui étaient dans les équipes que j'animais. Donc là, t'as plus cette responsabilité-là, t'as plus ça sur les épaules. Mais par contre, t'as tout le reste. En fait, t'as tout ce qui est en lien avec toi. C'est-à-dire que ta réussite, ça peut être que toi. L'échec, ça peut être que toi. Enfin, c'est à toi de. Et ce qui est très difficile, j'ai trouvé, c'était d'ailleurs, je l'ai pas bien fait, de prendre soin de soi dans ces moments-là, en fait. Parce que tu bosses 7 jours sur 7, 24 sur 24, tu t'arrêtes jamais, et t'es dans une espèce de tunnel comme ça. Alors tu te dis, ouais, c'est parce que c'est le début, mais les mois passent. Et puis ça continue. Et puis comme les clients arrivent, tu continues. Et donc voilà. Et donc c'est vrai que j'ai mis 8-10 mois avant de commencer à me dire, là, je vais pouvoir structurer ça comme ça. Mais au début, ouais, c'est un peu dur. Et du coup, une montagne de choses. Et pourtant, Frédéric, tu vas nous faire un TEDx. Oui.
Oui, j'avais peur de m'ennuyer en fait, hein, donc j'ai publié le bouquin chez Erol et puis j'ai fait un TEDx. Oui, alors le TEDx alors je veux pas dire que c'était un vieux rêve, hein, parce que ça fait un peu bête de dire je rêve de faire un TEDx, parce que un TEDx pour un TEDx ça a pas trop d'intérêt. Mais c'est vrai que comme j'avais commencé à développer mes conférences et que j'ai toujours adoré parler en public, dans le passé j'ai organisé beaucoup d'événements chez Réseau Entreprendre, etc. Enfin c'était quand même un volet d'action qui me portait beaucoup en fait de porter ma voix. Et là j'avais vraiment un sujet. Qui est le sujet des seniors, des générations dans le monde du travail. Et donc j'ai eu cette chance effectivement de pouvoir faire ce TEDx en décembre, donc à Orléans, l'association TEDx Orléans. Et ça a été ça a été vraiment un défi en fait. C'est quelque chose, c'est une aventure un peu particulière. Il y a eu d'ailleurs un débat il y a quelques jours sur LinkedIn entre des conférenciers qui se demandaient si c'était un truc qui boostait les conférences ou pas, etc. Moi, j'ai pas du tout abordé en fait le projet comme en me disant je vais faire un TEDx comme ça, je vais vendre des conférences. Mais rien à voir. Pour moi, c'est pas du tout le même exercice en fait. Le TEDx, d'abord, j'ai trouvé que c'était hyper dur parce que c'est très contraignant. T'es sur un rond rouge, tu peux pas bouger. Alors moi, d'habitude, j'adore aller vers le public, me balader, aller dans la salle, voir les gens. Là, non, tu peux pas quitter le tapis rouge. Donc rien que ça, déjà, c'était pas évident. T'as 18 minutes maximum, t'as un compteur qui décompte, donc t'es hyper stressé parce que t'as la trouille. D'ailleurs, tu parles trop vite du coup parce que tu te dis oh là là, je vais pas avoir le temps de dire ce que j'ai à dire. Tu répètes énormément, t'es coaché, tu t'entraînes, enfin ça devient. À la fin, j'étais contente de l'avoir fait en fait. Toi, c'est un peu triste parce qu'à la fin, en fait, on perd même l'énergie en fait tellement on l'a révisé ce truc. Mais je voulais passer mon message et pour moi, c'était vraiment un message militant. Et ce TEDx, je suis quand même contente de l'avoir fait. Je me dis que j'aurais pu le faire mieux, évidemment, mais je suis contente de l'avoir fait parce qu'au moins j'ai passé le message que je voulais passer de manière militante. Quand je fais des conférences sur l'intergénérationnel, moi je veux générer des émotions, faire rêver les gens, que quand ils sortent de la conférence, ils ont envie de tous bosser ensemble encore mieux dans leur entreprise. Donc je vais être plutôt sur des registres émotionnels, humour, montrer des exemples, etc. Enfin, là le TEDx, je suis plutôt, en tout cas, j'ai essayé d'être sur un registre plutôt sérieux, plutôt militant, plutôt faire passer vraiment ma conviction profonde, en fait. Du coup, c'était beaucoup plus dur. J'ai trouvé ça beaucoup plus dur. Mais c'est une très belle expérience. Franchement, j'ai trouvé, c'est un petit challenge quand même personnel. Ok. Évidemment, on mettra en description ce TEDx que j'ai regardé. C'est pas obligé. Ah si, ça vaut le coup. Juste pour teaser, le nom du TEDx, il s'appelle Unique ensemble. Ok, ça te ressemble bien. Pour finir, j'ai encore une ou deux questions pour toi. Du coup, donc, avec ton parcours exceptionnel en tant que dirigeante et entrepreneuse, est-ce que tu as quelques conseils et 3 conseils à donner à des jeunes entrepreneurs? Et jeunes, pas forcément dans l'âge. Alors oui, les conseils, je pourrais les donner en tant que jeune entrepreneur moi-même, surtout, plutôt que ancienne dirigeante ou je ne sais quoi. Je pense que c'est vraiment l'expérience qui fait la différence. Le premier conseil, même si c'est un conseil que je donne depuis des années, évidemment, c'est celui de ne pas rester seul, de se faire accompagner. Moi-même, pour ma petite entreprise, c'est la première chose que j'ai fait avant de démarrer, c'était d'appeler des dirigeants que j'admire beaucoup pour leur demander d'être mes mentors et de constituer un petit board, un petit comité stratégique qui m'aide aujourd'hui et qui accompagne en fait progressivement le développement de mes activités. Donc vraiment, ne pas rester seul, se faire accompagner. Le deuxième conseil qu'il faudrait que je m'applique un peu mieux à moi-même, c'est prendre soin de soi. Parce que l'entrepreneuriat, on le dit tout le temps, mais c'est bien de le répéter, c'est pas un sprint, c'est sur la durée que ça se joue et c'est épuisant et c'est un peu le grand 8. Donc il faut vraiment garder ce soin de soi, parce que pour être en capacité de prendre soin de ses clients, de prendre soin de son activité, il faut déjà être en capacité de prendre soin de soi. Le troisième conseil que je donnerais, c'est d'aller là où ton cœur te porte. Parce que je me dis que en fait on peut pas vraiment se planter si on va là où on a le cœur d'aller, où vraiment on sent qu'on est à notre juste place, parce que déjà là c'est là déjà où les clients vont dire oui, enfin vont venir te voir parce que ils sentent ça, ils sentent que tu es aligné et que voilà tu donnes ce que tu as à donner. Et puis finalement je me dis, même si tu échoues entre guillemets, ce sera pas un échec parce que tu auras appris et au moins tu auras expérimenté et tu auras osé essayer. Merci beaucoup pour tes mots. Pour finir ce podcast, alors
Avant de te demander qu'est-ce que je peux te souhaiter, je vais quand même te le dire aux éditeurs parce que Frédéric est quelqu'un d'hyper humble, mais elle a reçu du coup la médaille de l'Ordre national du mérite il y a peu, et donc ça me semble assez logique de le dire au regard de ton parcours assez exceptionnel. Et donc Frédéric, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? J'allais dire une longue vie d'entrepreneur, de jeune entrepreneur, avec plein de conférences à faire, pouvoir sensibiliser d'équipes, plein d'équipes de direction, pouvoir accompagner plein de dirigeants à faire, à porter le bien commun dans leur entreprise, à faire ce choix de l'impact, de la performance globale, et puis à peut-être apporter ma petite goutte de colibri. Je sais que parfois on dit que c'est nul cette histoire du colibri, mais moi j'aime bien quand même cette idée finalement d'apporter une petite pierre modeste, un petit caillou modeste à améliorer ce monde du travail et à essayer d'apporter un peu plus d'humanité dans ce quotidien, dans ce monde du travail, qui en a vraiment besoin, me semble-t-il. Merci beaucoup Frédéric. Merci. Waouh. Merci à tous pour votre écoute sur le 3e épisode des Sages. Vous êtes de plus en plus à nous écouter et pour ça, vraiment, je vous remercie. J'espère encore une fois que vous avez beaucoup appris auprès de Frédéric, l'une des plus grandes patronnes associatives et pour le bien commun. Les Sages, comme je vous le dis souvent, c'est aussi pour moi une aventure entrepreneuriale qui débute. Donc n'hésitez pas à m'envoyer sur LinkedIn, Nicolas Jeanne, J-E-A-2-N-E, vos feedbacks et vos commentaires. Ils sont super méga précieux pour moi. Si vous avez aimé et appris grâce à l'épisode, il y a maintenant 2 manières de nous remercier. La première, c'est de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et de nous laisser un avis. Ça permet de nous faire remonter dans les classements. Et si vraiment vous voulez nous filer un coup de pouce, vous pouvez nous faire un don de 2 € pour faire vivre ce podcast sur GoFundMe. Comme vous êtes restés jusqu'au bout, je vais vous lâcher, comme d'habitude, nos 2 prochains invités. Notre prochain invité sera Henrik Klaba, le cofondateur patriarche d'OVH. Et je vous assure que ce sera un épisode vraiment exceptionnel. Et notre 5e invité est un invité très exceptionnel puisque ce sera François Hollande, l'ancien président de la République française. Merci à tous et à très vite.